Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. 2017 sera l'année du tourisme durable, 50 ans après l'année internationale du tourisme et 15 ans après celle de l'écotourisme. Voilà le temps de reparler de ce qui fait vivre des millions de personnes et en passionne des millions d'autres. En 2017, donc, les spécialistes se pencheront sur les pratiques touristiques pour évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs. Et ils y trouveront sans doute un peu de science. Donc, le tourisme, c'est un des secteurs économiques en développement les plus rapides dans le monde. On évalue ça à 10% du PIB mondial. C'est un des moteurs essentiels du progrès socio-économique dans de nombreux pays. C'est aussi une des sources de dégradation et de pollution de l'environnement importante et un important consommateur de ressources aussi. Donc, l'objectif de cette année internationale sera de sensibiliser les décideurs et le grand public à la contribution du tourisme durable au développement, des valeurs qui ont émergé au sommet de la Terre à Rio en 92 déjà. Il existe une charte africaine du tourisme durable et responsable qui a été présentée en avril 2016 à la 58e commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique. Des ministres africains du tourisme ont profité de la COP22 de décembre dernier pour y adhérer, donc comme le Maroc, l'Angola, le Bénin, le Congo, la Gambie, le Niger et le Nigeria. Est-ce que le Canada et aussi le Québec pourraient lancer une charte du tourisme durable ou un guide de bonnes pratiques? Ce serait notre souhait pour l'année qui commence. Pour parler de tourisme durable, nous avons avec nous le professeur en tourisme et développement durable Alain Grenier, directeur du programme de maîtrise en développement du tourisme à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi par téléphone le directeur de l'unité d'enseignement en intervention plein air de l'Université du Québec à Chicoutimi, Manu Trancard. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, bienvenue à tous les deux. Merci. Donc, 2017, tourisme durable. Donc, vous en pensez quoi? D'abord, professeur Grenier. Je pense que, comme vous le disiez, c'est l'occasion de sensibiliser le public, qui est le premier acteur du tourisme, et tous ceux qui travaillent dans les services à ces visiteurs, à ces touristes, pour les sensibiliser aux impacts que le tourisme jusqu'à présent a eu et continue d'avoir, et sur les changements qu'on doit apporter à cette industrie avec l'importance que vous avez bien donnée en introduction. Donc, je pense que c'est le temps de marquer un moment d'arrêt, de réflexion pour dire aux gens, voilà, on a pris conscience depuis la crise environnementale depuis 1973, en fait, qu'on prend conscience des impacts du tourisme, des impacts négatifs, des impacts positifs aussi, parce que ceux-là, on veut bien les garder, mais il faut travailler maintenant à corriger les impacts négatifs du tourisme, à la fois sur les environnements naturels, mais aussi sur les sociétés, les populations qui accueillent les visiteurs. Oui, donnez-nous quelques exemples peut-être d'impact. Des exemples d'impact. Mon Dieu, écoutez, si on parle par exemple des sociétés culture, la culturation par exemple, parce que l'expérience touristique, c'est une expérience ludique, une expérience de plaisir, mais il y a aussi un minimum de découverte de la population d'accueil, la destination qu'on choisit. Or, pour vraiment faire l'expérience d'une population, de sa culture, la population d'accueil est obligée de faire une espèce de synthèse de sa culture, et donc on prend les bouchées un peu doubles, on coupe certains aspects, et pour montrer finalement les moments forts d'une culture, et on tombe souvent dans la folklorisation. Alors ça, c'est un des impacts négatifs. Dans les clichés. Dans les clichés, c'est ça. Au niveau de l'environnement, écoutez, il y a l'abus des ressources, l'abus de l'eau. Pensons simplement à toutes les pratiques aquatiques, les piscines, le golf, qui est une pratique fort agréable, mais qui demande énormément d'eau pour maintenir une végétation dans un certain état. Et le golf a été inventé en Écosse, et parce qu'ils avaient le climat pour. Les terrains de golf se nourrissent automatiquement, c'est ça, par la pluie. Mais c'est pas le cas quand on joue en Afrique, par exemple, quand on joue en Floride au golf, le climat n'est pas adapté pour ce type d'activité. Alors ça, ce sont des impacts sur l'environnement. On parle aussi dans la visite de milieux sauvages, donc le harcèlement des animaux, par exemple. Oui. Monsieur Trancard? Oui. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de
cette année. À peu près la même chose. On est une période assez cruciale dans le monde touristique. On n'a jamais autant voyagé. On dénombre à peu près 1 milliard de touristes internationaux dans le monde chaque année. C'est colossal. On n'a jamais voyagé aussi loin, aussi facilement, aussi peu cher, je dirais. Et donc, tout ça, effectivement, la croissance constante de cette activité-là impacte et les sociétés qui sont confrontées et les territoires qui sont confrontés. Donc oui, l'occasion nous est donnée là de marquer le coup et de valoriser les bonnes pratiques qui peuvent favoriser le tourisme tout en favorisant une saine pratique économique, le partage des sociétés locales, la préservation de l'environnement. Oui, j'aimerais savoir ce qu'englobe la notion de tourisme durable. Il faut séparer le tourisme durable de l'écotourisme. C'est pas la même chose, professeur Grenier? Oui, tout à fait. En fait, il y a eu une prise de conscience, je disais tout à l'heure, après la crise, d'abord la crise du pétrole de 1973, qui nous a fait prendre conscience de la fin de la limite des ressources et du besoin finalement de protéger ces ressources, de mieux les employer. Et ça prend à peu près 10 ans. En sociologie, on dit que ça prend à peu près 10 ans entre un choc et que la société s'adapte ou commence à changer ses comportements. Alors, on a vu apparaître dans les années 80, et évidemment, le tourisme comme industrie a suivi, a emboîté. On a vu apparaître des concepts de tourisme alternatifs au tourisme de masse. Là, on pense par exemple au phénomène de tout inclus. Et ces alternatives ont commencé par l'écotourisme, un tourisme écologique qui a été malheureusement un peu galvaudé comme concept et qui est devenu finalement un tourisme en milieu naturel, mais sans prendre vraiment conscience de ses impacts. Alors, tout tourisme en milieu naturel n'est pas forcément écologique. Alors, ce concept-là, on a pris conscience plus tard, à la fin des années 90, que c'était un échec. Je ne sais pas si M. Trancard sera d'accord avec moi, mais de mon point de vue, l'écotourisme est un échec. Donc, on est arrivé avec d'autres concepts. Et maintenant, le concept de tourisme durable qui est beaucoup plus inclusif parce que lui, il ne tient pas compte seulement de l'environnement, mais aussi des sociétés. Et il dit aussi aux entrepreneurs, il y a une limite à la croissance économique, il y a une limite au profit. Il faut aussi penser à réinvestir et à respecter aussi, réinvestir dans les sociétés d'accueil et aussi les respecter. Monsieur Trancard, pour vous, qu'est-ce que ça englobe, tourisme durable? Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que le tourisme durable, c'est pas une forme de tourisme. C'est pas comme le tourisme culturel, même le tourisme d'affaires. C'est une modalité de pratique du tourisme qui a vocation à assurer un sain développement. C'est une modalité de pratique du tourisme qui a vocation à toucher toutes les sphères du tourisme, tous les intervenants, mais également toutes les formes de tourisme, que ça peut être du tourisme urbain, du tourisme de nature. Donc, c'est ça la prétention de ce tourisme durable, donc plus inclusif, comme disait le professeur Grenier. Effectivement, pendant un certain nombre d'années, on a associé le tourisme durable avec une forme de tourisme qui était celui des écosystèmes ou le tourisme de nature, en valorisant le fait de protéger les ressources naturelles pour pouvoir mieux en faire profiter les visiteurs. Et puis, la tendance a été de généraliser le recours à une forme de tourisme plus durable en intégrant d'autres modalités, pas juste la protection de l'environnement, mais effectivement le respect des cultures locales, le bien-être socio-économique des populations locales également. Donc on est rentré dans une dynamique plus générale, mais aussi également plus difficile à mettre en œuvre. Un exemple de tourisme durable à Chicoutimi? Un exemple de tourisme durable à Chicoutimi. Écoutez, on a une coopérative de solidarité qui s'appelle la coopérative du Parc du Cap-Jaseux, qui depuis nombreuses années intègre des travailleurs locaux pour développer une forme d'accueil touristique qui valorise l'histoire locale, le territoire local, avec des retombées économiques dont on essaye de faire bénéficier la population environnante au parc. C'est
une des modalités, la coopérative de solidarité, qui permet de mettre en pratique une forme de tourisme durable. Oui, professeur Grenier, il existe un cours donné à l'UQAM sur la gestion durable des ressources, exploration internationale, qui met au cœur de la réflexion sur le développement durable et qui vise à aider les étudiants à s'ouvrir à d'autres pratiques de fonctionnement et de développement et de se familiariser donc avec des modèles de gestion qui sont développés ou appliqués à l'étranger. Donc, qu'enseigne-t-on concrètement aux étudiants et pourquoi cette réflexion sur le développement durable, c'est important? Mais un peu à l'exemple de ce que disait M. Trancard, le professeur Trancard, c'est un concept qui on dit souvent que c'est un peu utopique parce que le concept, il est relativement clair, l'application est très difficile. Et comme M. Trancard le disait, c'est un mode de gestion, c'est pas un produit. Mm-hmm. Alors, donc, c'est pas quelque chose qu'on peut vendre aux visiteurs. Il y a pas un touriste qui va dire, moi, cet été, je vais faire un tourisme durable, comme on fait d'autres pratiques. C'est vraiment, on s'adresse davantage aux gestionnaires, en quelque sorte. Mm-hmm. Or, le concept est difficile à établir, en ce sens où il est difficile à mesurer. Et c'est pour ça que les exemples ne pleuvent pas. Il n'y a pas énormément d'exemples. Celui du tourisme gastronomique, par exemple, ou celui du terroir. On s'intéresse vraiment à une production locale. Ben déjà, on est dans la bonne direction avec, un peu comme dans cet exemple de Chicoutimi, avec l'embauche de personnes locales. Alors, ce qu'on fait dans ce cours que je donne avec un collègue finlandais, Ari Virtanen, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de montrer aux étudiants des exemples, mais pas juste en tourisme. Hein. C'est de montrer la difficulté de la gestion. Le cours se nomme Gestion du développement durable parce que c'est un concept qui est justement très, très difficile à gérer. On a trois grandes sphères, trois grands axes, l'économie, la société, l'environnement. Et c'est très difficile pour le cerveau humain de fonctionner avec trois piliers en même temps. Donc, on a tendance à travailler l'environnement. On règle un problème en environnement, on vient d'en créer un sur le plan économique. Ensuite, on règle sur le plan économique, bien là, on vient d'en créer un sur le plan social. Alors, ce cours-là, et on est orienté vers les pays nordiques, parce que les pays nordiques ont une certaine longueur d'avance sur nous. Ils n'ont pas vécu leur révolution industrielle de la même façon que nous. Ils sont restés beaucoup plus près de la nature. Donc, sans être conscients que ce qu'ils font nécessairement s'appelle du développement durable, ils ont à peu près toujours eu ces valeurs, alors que nous, on doit les réapprendre. On les a déjà eues, mais on doit les réapprendre parce que dans les 50 dernières années, la vie moderne telle qu'on la connaît actuellement, avec le confort tel qu'on le connaît, vont à l'encontre de ces trois piliers-là. Donc, il y a un réapprentissage à faire de ces trois sphères. Et le cours sert finalement à faire réfléchir les étudiants. En 45 heures, on réfléchit davantage qu'on arrive à des conclusions. Je dis toujours aux étudiants, si j'avais la formule gagnante, je ne serais pas en classe en train d'y réfléchir. Alors, en classe, on crée de la connaissance. Oui, parce que quand on privilégie une sphère, par exemple l'environnement, on délaisse un petit peu une autre. Absolument. Manu Trancard, vous avez à l'UQAC un programme de 2e cycle en intervention par la nature et l'aventure. De quoi s'agit-il? Je pense qu'il y a, j'ai vu sur votre page, une éthique du plein air. C'est quoi l'éthique de plein air aussi? Alors, l'éthique du plein air, c'est à petite échelle le fait de sensibiliser nos étudiants à être éco-respectueux dans la manière dont l'environnement est traité, utilisé dans le cadre des activités qui conduisent avec des groupes. Nous formons des étudiants qui vont mettre en place différentes modalités d'intervention avec des groupes, que ce soit d'intervention psychosociale et thérapeutique, que ce soit d'intervention managériale, la consolidation d'équipe ou le développement de leadership, ou encore de l'intervention éducative, la sensibilisation et l'éducation à la nature et à l'aventure. Et dans ce contexte-là, bien évidemment, la ressource première, qui est l'environnement, doit être protégée, préservée pour pouvoir ensuite capitaliser sur ses atouts, puis dans le cadre de différentes activités humaines. Oui, le tourisme durable, pour vous, c'est quoi les principaux défis alors? Comme je le mentionnais précédemment, et c'est l'opérationnalisation, la mise en œuvre. Personne n'est contre la vertu, tout le monde est favorable à une mise en place de modalités durables d'activités touristiques comme dans bien d'autres industries. Pour autant, la réalité concrète du terrain nous montre que c'est particulièrement ardu à mettre en œuvre. Il faut savoir que au Québec, par exemple, près de la moitié des entreprises touristiques ont moins de 5 employés. Oui, donc, ceci en dit beaucoup sur la capacité de réaction d'un développeur qui est à la fois directeur, responsable administratif, responsable de la formation de son personnel, également en charge de la commercialisation de ses produits. Donc, on est dans une réalité quotidienne
qui souvent empêche ou ne permet pas la réflexion que nous, universitaires, nous avons le loisir puis de produire. Donc, on est confronté à des obligations quotidiennes qui nous éloignent des grands principes de soutenabilité écologique, viabilité économique, équité sociale. On y pense. La plupart des gens sont intéressés à mettre ça en œuvre. Maintenant, concrètement, comment on y parvient, mais c'est certain que la formation peut aider à ça. Professeur Grenier, je vous vois hocher la tête. Donc, les principaux défis, est-ce que c'est parce qu'on parle beaucoup de PME et d'emplois saisonniers? Est-ce que c'est ça qui rend les choses plus difficiles? Oui, absolument. Je pense que le professeur Trancard le souligne très, très bien. Ce sont de petites entreprises qui sont assujetties à des conditions externes, le climat, la saisonnalité, qui, dans la plupart des cas, n'ont pas une très grande marge de profit. Donc, déjà, un des principes dans le concept de développement durable ou de tourisme durable, c'est une limite au profit, une limite à la croissance. Alors, c'est difficile d'aller dire à des entrepreneurs qui sont souvent sur une corde raide avec imaginez, dans la région du lac Saint-Jean, du Moyen-Nord québécois, même du Grand Nord, donc la dépendance au climat en cette période de changement climatique. Alors, c'est pas évident d'aller dire à quelqu'un, oui, il faut mettre une limite à la croissance. D'autre part, il y a les touristes qui sont de plus en plus exigeants parce qu'ils voyagent, on l'a dit tout à l'heure, ils voyagent énormément. Les touristes d'aujourd'hui sont relativement connaisseurs de leur sphère d'intérêt et donc ils mettent des pressions et la compétitivité, elle est énorme aussi. Donc, si le voyagiste ou l'entrepreneur avec lequel je souhaite faire affaire ne peut pas répondre à mes besoins, il y en a un autre à côté ou dans une autre région qui va le faire. Donc, les régions, les territoires entrent en compétition les uns avec les autres et on peut pas imposer mondialement. Vous parliez tout à l'heure de faire une charte. Il y en a des chartes, il y en a plein, mais on peut pas imposer ces choses-là dans le modèle économique avec lequel on vit finalement. Donc, on y va par les principes et je pense que l'intérêt, par exemple, de l'émission que vous menez aujourd'hui, c'est de sensibiliser non pas juste les acteurs, c'est-à-dire les entrepreneurs, mais aussi les touristes. Nous sommes tous touristes. Et même les universitaires, moi, je vois souvent un discours entre celui qu'on tient en classe et celui, et je le vois avec mes étudiants parce qu'on fait une excursion avec eux en fin d'année et on s'est doté, nous aussi, de notre propre charte de comportement. Et quand on arrive sur place, c'est très, très, très difficile parce qu'on veut économiser. Donc, on a tendance à aller vers des produits qui sont moins chers et qui souvent ne viennent pas de la localité. Donc, et je vais faire observer aux étudiants, regardez, au lieu d'aller dans les restaurants pour encourager, vous allez à l'épicerie. Souvent, vous avez même emmené votre nourriture du Sud. Je fais une excursion à la baie James, ils emmènent leur nourriture du Sud parce que dans le Nord, ça va coûter trop cher. Oui, mais c'est une des façons d'aider la communauté locale. De consommer sur place. Absolument, et de consommer ses produits. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'on est aristocrate quand on voyage, les touristes? Le tourisme vient de l'aristocratie britannique avec le Grand Tour. Alors, c'est comme ça que le tourisme a commencé. Et aujourd'hui, finalement, on imite les aristocrates d'antan. Le tourisme, c'est le rêve et on travaille fort pendant 50 semaines pour se payer 1 ou 2 semaines de rêve et accéder finalement à un niveau de confort qui n'est pas celui de tous les jours. C'est ça le plaisir. Sinon, à quoi servirait le voyage? Ce serait simplement de reproduire sa vie de tous les jours. Alors donc, oui, il y a un élément de rêve et cet élément-là, il doit pas, et ça, je pense que c'est important de le souligner, il va pas nécessairement à l'encontre des principes du développement durable. Maintenant, c'est de prendre conscience que est-ce qu'on a besoin d'autant de climatisation? Est-ce qu'on a besoin d'autant d'eau? Est-ce qu'on a besoin de jouer au golf dans un climat qui n'est pas approprié à ces pratiques-là? Et ça veut pas dire que là, je m'adresse pas, j'aime le golf et je veux pas dire qu'on doit fermer les terrains de golf, mais il va falloir, par exemple, pour donner un exemple concret, cesser de penser qu'un beau terrain de golf, l'appréciation de la beauté, c'est qu'il va y avoir un certain type d'herbe. On pourrait avoir du trèfle aussi, qui serait une plante plus résistante, par exemple, au changement climatique. Alors, il faut savoir adapter ces pratiques pour enlever un peu de pression qu'on met, entre autres, sur l'environnement, mais d'autres exemples, comme on parlait d'acculturation tout à l'heure, le montrent aussi sur les populations locales. Oui. Manu Trancard, j'ai vu sur votre page que vous êtes chasseur, pêcheur. Oui. La gestion des ressources naturelles et de la faune, comment on l'évalue ou comment on la travaille quand on pense justement au tourisme durable? D'abord, les activités de prélèvement dans un contexte touristique, là, c'est une activité de niche. Là, c'est vraiment très très minime en termes de nombre de participants. Et puis
mais que ça soit des activités de prélèvement ou simplement d'observation de la faune, il y a évidemment toutes sortes de précautions qu'il est nécessaire de prendre pour maintenir l'environnement, les populations fauniques à un état de santé optimal. Donc, ces pratiques-là, la plupart du temps, quand il y a des pratiques de prélèvement, elles sont réglementées, elles sont suivies par des scientifiques qui font des suivis de population qui permettent tel ou tel prélèvement. Donc, c'est assez réglementé. Le jugement et le gros bon sens aussi entrent en ligne de compte, mais bien évidemment, ce qui aide souvent à avoir des pratiques je dirais respectueuses, c'est le fait d'avoir des enfants et de se rendre compte que si on veut que nos enfants puissent profiter des mêmes plaisirs qu'on a su tirer de nos voyages ou de nos expériences en nature, par exemple, il convient de limiter les impacts avec la faune pour pas créer des formes de dépendance ou de migration. Il s'agit également de respecter le milieu dans lequel on va se trouver pour que le cycle de la nature puisse continuer et que nos enfants puissent en bénéficier. À leur tour, oui. Vous êtes co-auteur d'un article publié dans la revue de recherche en tourisme Théoros. Oui. Opérationnaliser le développement durable en contexte écotouristique, quels critères? Pouvez-vous un petit peu nous parler justement assez rapidement, parce que le temps s'écoule, de votre analyse pour identifier ces critères de durabilité peut-être écotouristique pour favoriser le développement durable des territoires? Oui, je vais essayer d'être assez synthétique parce que ça peut être un petit peu ardu comme approche. Écoutez, l'idée c'est de réfléchir sur la mise en œuvre justement du tourisme durable et dans un contexte plus précis qui est celui du tourisme de nature. Donc écotourisme, oui, mais tourisme nature de manière plus générale. Et comment on peut aider les entrepreneurs et les visiteurs également, mais surtout les entrepreneurs à développer des projets qui intègre les principes du développement durable. Donc l'étude et l'article en question portaient sur une forme d'analyse de ce qui, à travers le monde, est considéré comme un socle commun, à la fois de critères et de bonnes pratiques pour mettre en œuvre un tourisme durable, un tourisme qui a vocation à être durable, à être inclusif, à favoriser le développement économique, le bien-être social et la préservation de l'environnement notamment, mais également une bonne gouvernance, puis la préservation des patrimoines culturels à travers le monde. Donc, c'est une recension de certains critères pour mettre l'éclairage, pour sensibiliser, comme le professeur Grenier le disait, sur les bonnes pratiques ou les points importants à considérer lorsqu'on, à la fois on développe des produits, mais à la fois quand on achète ces produits, parce que plus on va acheter des produits, plus les entrepreneurs auront tendance à développer les mêmes produits. Donc, chacun dans la chaîne de consommation qui est l'industrie touristique a un bout de chemin à faire. Oui. Si du jour au lendemain, effectivement, les consommateurs qui, comme le disait le professeur Grenier, sont de plus en plus sensibilisés, décident par eux-mêmes de boycotter tous les terrains de golf, pour reprendre l'exemple, qui ne sont pas faits en trèfle, eh bien assez vite vous allez voir que la dure réalité économique va prendre le pas et que les terrains de golf vont être en trèfle assez rapidement. mais faut-il que tout le monde sache que ça peut avoir un impact réel et puis... Oui, et que ça existe aussi. Exact. Le tourisme repousse les frontières, il est présent en Amazonie, au sein du Sahara, il est présent par exemple au Pérou. En Antarctique. Partout, oui. Vous vous intéressez, professeur Grenier, au tourisme polaire. Comment ça se développe et comment justement prévenir un petit peu les dommages qu'on a pu voir qui s'opéraient ailleurs, parce que mon exemple c'était les lignes de Nazca qui avaient été abîmées par les voitures. À force que les gens viennent, ils roulent sur les lignes, mais pour venir les voir, mais finalement ils les abîment aussi. Ou on pourrait parler de la grotte de Lascaux qui avait été fermée dans les années 60 justement. Ouais, quand on est rendu dans les régions polaires, on n'est plus du tout en tourisme durable. On se rapproche plutôt du tourisme de nature avec certains éléments de culture, là où il y a des populations humaines. Et c'est un tourisme, en fait, qui a grandi en opposition au tourisme de masse. Donc, un tourisme aussi de niche, d'élite, sur le plan économique. Et par contre, on peut aussi, là, travailler à essayer d'harmoniser ce tourisme-là avec les principes du développement durable, entre autres par l'embauche de la population locale. Là, on rencontre des problèmes au niveau de la formation. Quand on se rend vers les régions nordiques, on parle de population autochtone. Donc, il y a souvent des problèmes de formation, de langue, mais aussi de formation, de culture aussi, parce que notre façon, comme occidentaux, de vivre l'expérience touristique n'est pas nécessairement la même d'une culture à l'autre et n'est pas nécessairement la même dans une culture réceptive comme celle, dans le cadre du
tourisme, comme celle des populations autochtones. Un exemple concret, par exemple, imaginez un touriste, certaines cultures, c'est des touristes qui sont très curieux, qui parlent beaucoup et qui sont reçus, par exemple, par des Inuits qui ont tendance, eux, à plutôt être silencieux. Alors ça, déjà, c'est un problème. Mais pour revenir à notre questionnement sur le tourisme durable, un des grands problèmes en tourisme, c'est la question du transport. Parce que dès qu'on se déplace, on travaille avec des énergies fossiles et ça, c'est extrêmement polluant. Alors, vaut mieux évidemment remplir un avion que d'y aller à petite dose, mais on n'a pas encore réussi à régler cette question-là qui est cruciale dans la question de la protection de l'environnement. Les compagnies aériennes, en fait, les compagnies d'exploitation de ressources énergétiques font quand même de grands efforts. Il y a eu quand même des progrès. Les avions sont moins énergivores aujourd'hui qu'ils l'étaient dans les années 70, par exemple. Certains appareils, comme les 747, sont pratiquement tous retirés de la circulation. Mais le problème, les conséquences de notre impact négatif sur l'environnement, comme celui qu'on vit actuellement avec les changements climatiques, ça va tellement rapidement que l'être humain n'arrive pas à rattraper son retard. Et on le voit au niveau politique avec les décisions, par exemple, du gouvernement canadien sur le pétrole. Alors, on prend des décisions parfois un peu contradictoires. Et je pense que c'est là où le bas blesse, en fait. Alors, on connaît l'état de la situation. On connaît les outils. On est en train, comme avec ceux que développe le professeur Trancard à Chicoutimi, on est en train de développer les connaissances pour être capable de mesurer, pour être capable de vraiment évaluer ce qui va faire d'une activité une gestion durable. Mais l'application est retardée finalement par le système économique dans lequel on vit, par nos valeurs qui ne changent pas assez vite, et aussi par le fait que quand on voyage, quand on est touriste, on est en état d'apesanteur. Donc, on n'est pas intellectuel à ce moment-là, et on est un petit peu en état de paresse, une paresse légitime. Et ça commence par une paresse du cerveau. Donc, on va vers le luxe, vers le confort, et non pas vers le sacrifice. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, on était en compagnie du professeur en tourisme et développement durable Alain Grenier. On était aussi en compagnie de Manu Trancard de l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est tout le temps qu'on avait malheureusement là. Merci. Merci à vous. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Au micro, Isabelle Burguin. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche de cette émission, Mathieu Fanière. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et bien sûr, toujours nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy, on s'est